Histoire Géo au tableau te parle aujourd'hui des États-Unis et du Brésil, rôle mondial, dynamique territoriale. Alors le cours précédent était consacré à l'ensemble du continent américain et celui-ci est précisément focalisé sur ces deux pays, États-Unis-Brésil, alors qui bien sûr ne sont pas choisis au hasard, hein. Ce sont les deux grandes puissances du continent et puis elles représentent la confrontation entre le nord, le sud, le monde anglo-saxon, le monde latin, la puissance établie pour les États-Unis bien sûr, et puis la puissance qu'on qualifie d'émergente pour le Brésil. Et donc il est tentant pour tous ces aspects de les étudier en parallèle, c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va dégager effectivement beaucoup de points communs entre ces deux puissances, mais aussi beaucoup de différences, hein. Et donc on n'aura cesse de jouer dans ce cours sur ce qui les rapproche et puis ce qui les différencie. Et il ne faut pas hésiter, hein, si une composition sur ce sujet tombait, à réinvestir les connaissances des cours précédents, hein, les connaissances sur le continent américain, mais aussi sur les chapitres à propos de la mondialisation, où il a été beaucoup question des États-Unis, bien sûr, mais aussi des pays émergents en général, auxquels appartient le Brésil. Donc ici, nous allons passer parfois assez vite, hein, sur certains aspects, mais il ne faudrait pas hésiter à les argumenter plus en détail dans une composition à l'aide de ces connaissances personnelles. Encore une précision, puisque officiellement, sous cet intitulé, il peut y avoir deux sujets de composition différents. Auquel cas, il faudrait reprendre le plan en deux parties qui est proposé ci-dessous, hein, puisqu'on va faire un plan très classique, hein, un grand 1 sur le rôle mondial et puis un grand 2 sur les dynamiques territoriales, et il faudrait transformer chacune des sous-parties de ces grand 1 et grand 2 en une partie de la composition, puisque chacune d'entre elles comporte trois sous-parties. Voilà. Alors la problématique, elle est assez banale, hein. C'est difficile de faire original au regard du sujet. On va tout simplement se demander quel rôle mondial et quelle dynamique territoriale pour les États-Unis et le Brésil, hein. Donc là ici, on reprend l'identique, les intitulés du sujet, et puis si un sujet tombait uniquement sur le rôle mondial, et ben, ce serait quel est le rôle mondial des États-Unis et du Brésil. Tout l'intérêt porte sur la comparaison, et alors attention aussi, une grosse erreur à ne pas commettre, hein, ce serait de faire un plan en deux parties avec un grand 1 États-Unis, un grand 2 Brésil, hein, parce que tout l'objet, justement, c'est sans cesse de passer de l'un à l'autre pour les comparer, c'est l'intérêt de la problématique. Et c'est ce qu'on va faire nous, tout de suite dans le grand 1, hein, qu'on va intituler tout simplement les deux géants du continent, hein, géants entre guillemets néanmoins, voilà, les deux géants du continent, on parle bien sûr du continent américain, ça tout le monde l'aura compris. Je serais presque tenté de rajouter entre parenthèses, mais l'un plus que l'autre quand même, hein, on va le voir très très vite. Alors, dans un grand A, tout de suite, on va essayer d'énumérer quelques-uns de leurs atouts qui font que ces deux géants pèsent sur le monde, donc des atouts pour peser sur le monde. Ce sera l'objet donc de ce grand A sur le Brésil et les États-Unis. Voilà. Alors, beaucoup de points communs, hein, entre les deux pays, beaucoup de points communs pour des pays qui ont donc un poids incontestable, hein, à l'échelle mondiale. D'abord, on peut noter donc le territoire, hein, qui dans un cas comme dans l'autre est un territoire qu'on peut qualifier d'immense. Les États-Unis, c'est plus de 9 millions de kilomètres carrés, en comptant bien sûr l'Alaska, donc 9 millions de kilomètres carrés. Donc ici c'est pour les États-Unis. Le Brésil, lui, est à 8,5 millions, donc c'est sensiblement égal. D'ailleurs, ces deux pays sont respectivement au 4e et au 5e rang mondial. Ce territoire leur apporte l'un comme l'autre des ressources minérales et agricoles qui sont exceptionnelles, avec des potentialités qui sont très très loin d'être épuisées. Au-delà du territoire, on peut également évoquer leur population, qui là aussi, hein, constitue un atout non négligeable, qui pèse, hein, quelques chiffres à nouveau. On estime aujourd'hui que la population aux États-Unis est de l'ordre de 320 millions d'habitants, tandis que du côté du Brésil, on compte environ 200 millions d'habitants. Voilà, donc un poids démographique important dans les deux cas. Ça veut dire concrètement un grand marché intérieur, de nombreux consommateurs, et puis aussi beaucoup de dynamisme au niveau territorial pour la mise en valeur de ces nouveaux espaces. On dira un peu plus loin que c'est une population qui est très mobile. Troisième aspect qu'on peut mettre en évidence, c'est les aspects économiques, hein, qui comptent aussi parmi leurs atouts, puisque dans un cas comme dans l'autre, l'économie est diversifié, hein, plus dans le cas états-unien, on le verra plus loin. Et dans les deux cas, hein, aussi bien aux États-Unis qu'au Brésil, on compte de grandes firmes transnationales. Celles des États-Unis, bon, elles sont connues bien sûr. À propos du Brésil, on peut citer par exemple une firme qui s'appelle Embraer.
voilà, qui est une firme aéronautique, hein, c'est le troisième constructeur d'avions civils au monde, des avions d'affaires et puis également des moyens porteurs pour le transport régional. Une compagnie qui compte aujourd'hui près de 200 000 employés à travers le monde. On peut également citer, autre exemple, une FTN brésilienne, Petrobras, qui est, comme son nom le laisse supposer, hein, une entreprise qui exploite le pétrole. C'est un des géants mondiaux du pétrole qui est présent en Afrique, en Asie, au Canada, et qui compte, lui, près de 70 000 employés à travers le monde. Donc voilà une illustration, hein, de cette puissance économique des firmes transnationales américaines, états-uniennes et brésiliennes. Donc. Néanmoins, hein, ces deux pays ne jouent pas tout à fait dans la même cour. Je vous montre tout de suite un petit schéma pour en juger. Enfin, le schéma, il s'agit plutôt d'un simple tableau qui présente tout simplement le palmarès mondial en 2014 des PIB nationaux. Donc on a ici les 8 premiers et sans surprise bien sûr, hein, à la toute première place on trouve les États-Unis, donc avec un PIB annuel, hein, je répète pour 2014, de 18 287 milliards de dollars, hein, puisque les chiffres qui sont ici sont exprimés en millions de dollars. Et puis on voit à la 7e place, hein, donc le Brésil ici, juste après la France, avec donc un PIB de 2357 milliards de dollars. Donc vous voyez, le PIB des États-Unis est plus de 7 fois supérieur au PIB brésilien, hein, donc ça relativise considérablement le poids bien différent de ces deux pays. Puisque les activités de services très sophistiquées, la haute technologie en particulier, génèrent une richesse importante aux États-Unis. Quant au PIB brésilien, il est surtout dopé par les produits agricoles, même si c'est aussi une grande puissance industrielle et manufacturière. Autre différence très importante à souligner, les conditions sociales aussi sont très éloignées, hein, malgré ces taux de croissance très élevés, avec le développement d'une classe moyenne et le recul de la pauvreté, le Brésil reste encore un pays qui est très inégalitaire. On considère que le tiers des habitants au Brésil se trouve encore aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, que la moitié de la richesse nationale est aux mains des 10% de la population la plus riche. Voilà, donc il faut bien souligner ces différences dans ce grand A entre les deux pays. Nous allons voir maintenant dans un grand B comment, à propos du Brésil et des États-Unis, on peut parler d'une intégration que l'on va qualifier de poussée à la mondialisation. Hein. Donc intégration poussée, insertion, hein, à la mondialisation. Et là aussi, il y a quelques éléments des chapitres précédents que vous pourrez reprendre. Sur le plan économique, d'abord, les États-Unis occupent une position privilégiée, on le rappelle rapidement, le premier marché boursier international. Il y a également ce qu'on appelle parfois le privilège du dollar, hein, qui leur permet de financer leur déficit et puis d'être un acteur incontournable de cette mondialisation. Quant au Brésil, il fait partie de ces fameux BRICS, vous connaissez évidemment l'expression, hein, pour désigner ces pays émergents que sont, donc on rappelle, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, South Africa. Donc une puissance émergente avec des taux de croissance depuis le début des années 2000 qui sont importants, autour de 7-8% par an. Ça correspond à une accélération de l'insertion de ce pays dans la mondialisation, avec des échanges qui sont prioritairement sur le continent américain, mais le commerce avec l'Union européenne et puis les pays émergents d'Asie et d'Afrique a beaucoup augmenté. Voilà. Pour ce qui est du poids politique, l'influence mondiale des États-Unis n'a bien sûr rien de comparable avec celle du Brésil. Hein. Ça tient d'abord à l'héritage historique. Hein. Je vous renvoie au cours sur les États-Unis et le monde. Comment, depuis le début du XXe siècle, les États-Unis ont un rôle tout à fait particulier. Ils sont, on le rappelle aussi, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, contrairement au Brésil, et puis les capacités militaires des deux pays sont absolument incomparables. Voici tout de suite une petite infographie pour en juger. Vous voyez cette carte, hein, très schématisée, qui présente pour l'année 2013 les dépenses militaires des deux pays, donc 610 milliards dépensés côté états-unien et un petit 32 milliards ici côté brésilien. Vous voyez, ce sont des chiffres qui se passent presque de commentaires, hein, pour évoquer cette influence politique qui est intimement liée aux capacités militaires qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Hein. Alors néanmoins, le Brésil se pose souvent comme un des leaders des pays du Sud,
qui est promoteur de ce multilatéralisme voulu par ces pays qui souhaitent peser aujourd'hui dans le concert international, et pour établir un meilleur équilibre des forces dans les négociations qui se tiennent au niveau international, le Brésil s'est rapproché de l'Inde, de l'Afrique du Sud. Il a aussi un intérêt pour le Moyen-Orient, et son influence en Afrique subsaharienne montre que c'est un pays aujourd'hui en quête d'un statut international, et ça a été particulièrement, cette quête a été particulièrement bien servie par la popularité d'un monsieur qui a été président du Brésil entre 2003 et 2011, et dont on entend encore régulièrement parler, et qui s'appelle Lula. Voilà, un nom facile à retenir, et voilà, le charisme, le rayonnement de cet homme ont beaucoup joué pour l'insertion du Brésil sur la scène internationale. Un petit mot maintenant pour terminer à propos de la mondialisation sur le poids culturel de ces deux pays. Alors, que peut opposer le Brésil, ce qu'on appelle souvent l'américanisation du monde? Je vous renvoie au cours sur la mondialisation. Bien peu de choses certainement. Si, on va peut-être citer quand même ce qu'on appelle les telenovelas. Telenovelas, qui sont donc des séries télévisées brésiliennes qui s'exportent dans une centaine de pays à travers le monde, dont plus de la moitié en Europe et puis également en Afrique. On peut parler du football quand même, rappeler que le Brésil a organisé le mondial de football, la Coupe du Monde, en 2014, et puis également, puisqu'on parle de sport, que les Jeux Olympiques se tiendront en 2016 dans la ville de Rio. Donc tout cela montre une forme de reconnaissance internationale. C'est vrai, c'est important, mais on rappelle quand même que cette influence reste mineure sur le plan culturel par rapport à celle des États-Unis. Donc vous voyez comment l'analyse du degré d'insertion dans la mondialisation permet là aussi de bien souligner qu'il y a des différences importantes qui distinguent ces deux géants américains. Néanmoins, on va voir dans le grand C qu'un point commun les rapproche, c'est que l'un comme l'autre sont sujets à des crises. Donc le grand C, ce sera mais des puissances, donc sensibles aux crises. Donc mais des puissances sensibles aux crises. Voilà. Grand C donc. Alors, États-Unis, première puissance mondiale, d'accord, mais la crise donc, qui débute en 2007 aux États-Unis a dégradé leur pouvoir d'achat, leur pouvoir économique et financier. On rappelle donc que cette crise, elle commence avec le recul du marché immobilier, et puis que c'est une crise qu'on appelle du crédit hypothécaire, c'est ces fameux subprimes dont on parle souvent pour évoquer donc, cette crise. Donc la crise des subprimes s'est transformée en 2008 donc en une crise systémique, globale, donc, qui est devenue mondiale. Donc si on additionne, vous voyez, cette crise là qu'on qualifie parfois de Made in America, plus le fort endettement public et privé aux États-Unis, plus la concurrence des pays émergents, dont le Brésil d'ailleurs, on aboutit quand même à une fragilisation de la puissance des États-Unis, qui se traduit par un renforcement des inégalités sociales, qui étaient déjà présentes, mais qui se sont encore renforcées depuis 2008, et une augmentation de la pauvreté. Alors, le Brésil est lui aussi touché par une crise. La croissance a très nettement ralenti depuis 2012. Et le Brésil est même entré en récession depuis 2015. On peut parler donc d'une véritable récession au Brésil, avec plusieurs trimestres consécutifs de croissance négative depuis 2015. Alors, conséquence de la crise mondiale, bien évidemment, qui se traduit donc par une chute du produit intérieur brut, une chute autour de 4% en 2015. Je disais tout à l'heure que les taux étaient plus autour de 6, 7, 8% les années précédentes. Une hausse du chômage. Aujourd'hui, le taux de chômage au Brésil est de l'ordre de 8%, alors qu'il n'était que de 4,5% en 2014, que l'inflation a atteint les 10% en 2014 aussi, et ça c'est du jamais vu depuis 2002, que la monnaie nationale a perdu également la moitié de sa valeur face au dollar depuis 5 ans. Je vous montre tout de suite une carte qui va permettre de juger de cette crise sévère qui touche le Brésil maintenant depuis 2012.
une carte, une infographie plutôt, hein. Alors on peut déjà observer, vous voyez, la croissance du PIB brésilien, donc en pourcentage, depuis ici 2002, vous voyez, hein, ces pourcentages autour ici de 6%, en 2004, en 2007, en 2008, bon, petite chute en 2009, conséquence directe de cette crise qu'on évoquait tout à l'heure, ça repart un peu en 2010, mais très nettement, vous voyez, 2011, 2012, avec une croissance ici qui est à peine de 1%, une croissance même négative, je le disais, récession à partir de 2015, qui montre très nettement un coup d'arrêt à cette émergence du Brésil. Et puis, certes, c'est une crise mondiale, mais regardez maintenant le planisphère qui est au-dessus, hein, ou qui compare la croissance moyenne du PIB dans le monde avant la crise. Donc avant la crise, c'est ici ce premier rond, donc 3,5 pour le Brésil, et puis après la crise entre 2011 et 2014, vous voyez, autour de 1,2% pour le Brésil. Puis on voit quand même que d'autres pays émergents, comme l'Inde, comme la Chine, ont vu certes leur croissance réduite depuis cette crise, mais dans des proportions nettement moindres que celles du Brésil, hein. Donc il y a vraiment une particularité au sein de ces BRICS. Vous voyez aussi comment cette expression BRICS peut être contestable, hein, au vu de ce graphique, puisque ces pays sont loin d'être tous dans la même situation. On peut dire en tout cas que pour le Brésil, c'est la fin des années bénies, hein, ces années Lula, comme on les appelle parfois, du nom du président qu'on évoquait tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer d'abord cette croissance exceptionnelle là, au début des années 2000 et puis sa chute ensuite? En 2003, le prix des matières premières au niveau mondial a véritablement explosé, hein, et le Brésil en est très riche, donc avec son pétrole, son soja, ses minerais. Pendant une décennie, il s'est retrouvé en clair assis sur un tas d'or et puis a profité de cet argent qui rentrait pour en faire profiter le plus grand nombre. Alors c'est vrai qu'il y a eu des grands programmes sociaux qui ont été mis en place par le gouvernement Lula, des millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté, ont eu accès à la consommation, il y a une classe moyenne qui a émergé, mais on constate aujourd'hui finalement que cette croissance brésilienne, elle n'a pas profité de ce prix des matières premières pour se diversifier, que le pays a tout misé sur l'agriculture en particulier, sans développer une véritable politique industrielle, que le taux d'investissement dans le secteur industriel au Brésil, il est de l'ordre de 18%. Vous pouvez le noter, hein. 18%, hein, donc du PIB au Brésil est consacré à l'investissement dans l'industrie. Et en comparaison, pour ces mêmes années, en Inde, ce taux d'investissement était de l'ordre de 30%, et en Chine, autre pays émergent, de l'ordre de 50%. Vous voyez qu'il y a une différence majeure, hein, dans l'investissement industriel qui explique la différence de PIB qu'on observait sur le planisphère qui est à droite là. Et en clair, seul le secteur agricole reste vraiment dynamique. D'ailleurs, on parle parfois d'une primarisation de l'économie brésilienne, hein, c'est un terme un peu barbare, mais pour désigner en clair que les investissements se sont portés uniquement sur le secteur primaire. Donc ceci se fait aujourd'hui sur fond en plus de crise politique, hein, parce qu'il y a un scandale de corruption qui secoue le parti au pouvoir, et donc la conjugaison de cette crise économique et politique est peut-être aujourd'hui une véritable bombe à retardement qui semble mettre le pays dans une situation très difficile. Bien, alors on aborde maintenant la deuxième partie, donc, qui est plus consacrée aux territoires en eux-mêmes et à la manière dont ils évoluent. C'est le titre du grand 2, donc, qui, je le répète, peut à lui seul constituer un sujet de composition. On va l'intituler, nous, des territoires immenses et polarisés. Voilà. Donc, des territoires immenses, on l'a déjà dit, on va le préciser, et polarisés. Voilà, c'est-à-dire que la richesse, les hommes se concentrent dans des pôles bien particuliers. Alors, grand A, on va l'intituler le défi de la maîtrise de l'espace, pour revenir sur cette notion d'immensité, donc le défi de la maîtrise de l'espace, puisque c'est bien gentil d'avoir un grand territoire, mais encore faut-il être capable de le maîtriser, donc de la maîtrise de l'espace. Je vais réussir à terminer d'écrire ce titre. Voilà. Tout de suite, une petite illustration pour juger de l'immensité de ces territoires. Voici deux cartes, hein, l'une des États-Unis à gauche, le Brésil à droite, et vous voyez en surimpression le territoire de la France, ici et là. Alors c'est des cartes que j'ai réalisées très simplement avec une petite application en ligne très simple d'utilisation qui permet de comparer la surface de deux territoires, n'importe lesquels. Hein, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, ça s'appelle MapFrap, MAPFRAPE.com.
Voilà, hein, donc c'est sur internet et vous verrez c'est très simple à utiliser. Voilà, ça permet de mettre en perspective certaines idées qu'on a sur les territoires. Alors, bon, hein, on peut en juger, donc l'immensité de ces territoires, hein, j'ai rappelé les chiffres tout à l'heure, on pourrait faire tenir l'ensemble des pays de l'Union européenne dans le Brésil, hein, autre comparaison. Donc dans ces deux États, la conquête des territoires, bah, elle s'est développée à partir des littoraux, hein, le littoral atlantique, ici et puis là pour le Brésil. Et puis elle a progressé ensuite hein, vers l'intérieur, donc c'est cette course vers l'ouest, hein, aussi bien dans un pays que dans l'autre. Là aussi c'est des points communs, mais progresser à des rythmes différents, hein. Aux États-Unis, la conquête du territoire elle a été achevée en une centaine d'années à peu près, hein, depuis la fin du 18e jusqu'en 1898, date où la frontière arrive au Pacifique. Au Brésil, la mise en valeur elle s'est faite par des cycles économiques successifs au XIXe siècle et encore aujourd'hui, puisque cette conquête n'est pas terminée. Et dans ces deux pays, on parle de l'esprit pionnier, hein, ça c'est un terme aussi qu'il faut retenir. Euh, donc cette conquête vers l'ouest, hein, est héritée de cette période et fait partie, au Brésil comme aux États-Unis, de ce qu'on appelle les mythes fondateurs du pays. Alors aux États-Unis, il y a rapidement eu une mise en place d'un réseau de transport qu'on peut qualifier de performant, hein, les trains d'abord, et puis ensuite un réseau routier très dense et des avions, l'aménagement du Mississippi, ce grand fleuve qui coule hein, au centre du pays quasiment, de ses affluents, et puis l'interconnexion avec la région des Grands Lacs au nord, a permis donc de faciliter l'exploitation des ressources naturelles, agricoles, en spécialisant des espaces. Bref, ça s'est fait d'ailleurs souvent au mépris de l'environnement, c'est une parenthèse, hein, mais dans tous les cas, l'atout hein, du pays, plus que son immensité même, c'est la capacité qu'ont les habitants des États-Unis à le maîtriser par les transports. Voilà, c'est cette maîtrise hein, qui constitue véritablement un atout. Pour ce qui est du Brésil, il y a une grande partie hein, de l'immensité amazonienne, hein, donc toute la partie qu'on voit ici là, sur cette carte, à l'ouest du Brésil, qui est encore en réserve, hein, c'est un terme qu'on utilise pour qualifier parfois, même s'il y a de nombreux fronts pionniers hein, qui sont construits, qui s'avancent, pardon, on construit des routes, hein, routes qu'on appelle transamazoniennes, des barrages hydroélectriques hein, pour mettre peu à peu en valeur l'intérieur. Donc ce qui pousse les Brésiliens à occuper ces immensités amazoniennes, hein, c'est bien évidemment l'intérêt économique, mais il y a aussi toute la dimension symbolique hein, de la mentalité pionnière, puisque ça donne l'image d'un pays dynamique, toujours en marche, et c'est une préoccupation qu'on peut dire constante hein, des autorités brésiliennes d'essayer de rééquilibrer hein, le territoire vers l'intérieur et puis aussi d'affirmer sa souveraineté sur l'Amazonie. D'ailleurs, à ce titre, en 1960, hein, la capitale brésilienne, voilà, qui se situe par ici, Brasilia, a été fondée, donc transférée depuis le littoral vers l'intérieur, de manière à symboliser cette volonté d'occuper l'intérieur du territoire. Voilà. Alors pour autant, on va dire à propos de ces territoires états-uniens et brésiliens, c'est vrai dans un cas comme dans l'autre, que ce sont des territoires que l'on va qualifier de déséquilibrés. Des territoires déséquilibrés puisqu'ils sont fortement polarisés, pardon, comme on l'a dit dans le titre général, autour de quelques points véritablement stratégiques. Et dans les deux cas, hein, on constate, on l'a déjà dit, un fort déséquilibre entre le littoral et l'intérieur. C'est bien sûr le produit de la colonisation d'origine européenne, et puis aujourd'hui aussi de l'insertion dans la mondialisation, hein, qui privilégie les façades maritimes. Pour les États-Unis comme pour le Brésil, en fait, on va pouvoir distinguer dans les territoires trois types d'espaces. On les balaie rapidement à l'aide d'un schéma que je vous présente tout de suite. Alors, ce schéma permet véritablement de rapprocher l'organisation territoriale de ces deux immenses pays, puisqu'on va distinguer à chaque fois trois types d'espaces. Hein, un premier espace qui apparaît ici en orange, qui correspond à l'espace le plus dynamique, un espace périphérique intégré en jaune, et puis des espaces plus en réserve qui apparaissent en vert. Alors, avec quelques détails pour ce qui est des espaces véritablement centraux à propos des États-Unis, c'est donc cette région ici qu'on appelle souvent la région du Nord-Est, hein, avec la mégalopolis, qui comprend les principales villes littorales des États-Unis. Donc c'est le berceau hein, de l'industrialisation des États-Unis,
pays, c'est le cœur de la puissance décisionnelle, financière, industrielle, bien sûr. Pour ce qui est du Brésil, la région centrale, qui concentre là aussi l'essentiel de la population, des activités qui réalisent les 4/5e de la production industrielle, eh bien c'est cette région qu'on appelle ici le Sud-Est, hein, Sud-Est brésilien, avec les 3 principales villes, Sao Paulo, Rio et Belo Horizonte. Ensuite, donc, on a une région qui apparaît donc à gauche comme à droite ici en jaune, qu'on peut qualifier de région périphérique mais néanmoins dynamique, hein. Donc c'est le croissant périphérique pour les États-Unis, là, qui va de Seattle jusqu'à la Floride. Vous avez déjà entendu son nom certainement, hein. On parle parfois de Sunbelt pour le qualifier, donc la ceinture du soleil. Euh, avec une concentration industrielle, et puis une population qui est croissante, hein, avec des pôles majeurs, la Floride, le Texas, la Californie. Pour ce qui est du Brésil, on parle pour cette région qui apparaît ici en jaune de la région centre-ouest. Voilà, centre-ouest donc. Qui est donc cette région qui est une périphérie qui attire aujourd'hui, hein, les hommes, les investissements. On le disait, elle est dynamisée aussi par la politique volontariste de conquête du territoire, hein. Vous voyez ici donc Brasilia, la capitale, qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis enfin, donc en vert, hein, sur ces deux schémas, l'intérieur du territoire, un espace qu'on qualifiait tout à l'heure dans réserve, généralement très peu peuplé, mais avec des ressources agricoles, des ressources minérales qui sont très importantes et stratégiques pour ces deux pays. Voilà. Et puis on voit aussi, hein, les interfaces maritimes sur la côte atlantique, sur la côte pacifique pour les États-Unis, et l'interface du Brésil avec le monde ici dans la région du sud-est brésilien. Alors bien sûr, ces schémas, il est fortement encouragé de les reproduire et de les intégrer dans une composition, hein. Ce sera forcément valorisé. Voilà. Alors, on évoque ici des territoires déséquilibrés à l'échelle nationale, mais il ne faudrait pas oublier également, hein, dans cette partie, d'évoquer l'échelle locale, sans forcément trop détailler, hein, mais de bien montrer qu'à l'échelle locale, on retrouve aussi des déséquilibres très forts, et c'est particulièrement vrai au Brésil. Alors vous connaissez peut-être cette image qui figure dans beaucoup de manuels de géographie, hein, pour illustrer les contrastes de développement qui existent dans une ville comme Rio de Janeiro au Brésil. Alors, cette image est un peu caricaturale, hein. On ne trouve pas ce genre de paysage à tous les coins de rue dans les grandes métropoles brésiliennes, mais néanmoins c'est vrai que elle illustre ce qu'est une réalité géographique de ce pays, avec une coexistence de part et d'autre là de ce mur, hein, d'une résidence de luxe à droite et puis d'un quartier de bidonville, on appelle ça les favelas au Brésil. Donc c'est l'occasion de bien souligner que les territoires sont déséquilibrés, hein, plus encore au Brésil qu'aux États-Unis, à toutes les échelles. Et puis un dernier point donc sur les territoires où il s'agirait d'insister, on va le faire ici dans le grand C, sur les métropoles, hein, qui participent à cette organisation territoriale, parce que dans un cas comme dans l'autre, on va voir qu'il y a de grandes métropoles, des métropoles sur les interfaces, hein, puisqu'elles sont situées sur ces interfaces maritimes que nous évoquions précédemment. D'ailleurs, on peut jeter à nouveau un petit coup d'œil sur ces cartes, hein, puisque ont été représentées ici essentiellement New York, Chicago et Los Angeles pour les États-Unis, et donc Sao Paulo, Rio pour le Brésil. Alors les deux pays ont des taux d'urbanisation très très forts, hein, qui sont de l'ordre de 80%, vous retiendrez ce chiffre, même si le taux d'urbanisation est un petit peu plus fort au Brésil qu'aux États-Unis. Et donc métropolisation, mondialisation vont de pair, hein, et ces grandes villes mondiales sur les littoraux, ce sont des interfaces actives. Pour ce qui est du Brésil, on insistera surtout sur Sao Paulo, parce que c'est véritablement la capitale économique du Brésil, hein, c'est là où on trouve la plus grande bourse du Brésil, l'essentiel des sièges sociaux. On peut dire que c'est la seule ville qu'on peut véritablement qualifier de mondiale pour le Brésil. Même si il y a également Rio, enfin Rio c'est plus la dimension touristique. En tout cas, ces deux villes avec leur CBD, hein, leur Central Business District, leur gratte-ciel, illustrent bien l'émergence du Brésil, et dans tous les cas ce sont les moteurs de la mondialisation. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai également pour le Brésil.
Voilà, alors au terme de cet exposé hein, sur ces deux pays, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Que bon, le rôle mondial des États-Unis, il est incontestable, celui du Brésil, largement plus, on l'a vu, hein, que le Brésil, c'est à l'évidence une grande puissance, mais une grande puissance régionale, hein, si on entend au sens de région l'ensemble du continent sud-américain, mais que son rôle mondial, hein, sans être négligeable, reste toutefois modeste, et plus encore peut-être depuis cette crise qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, conjointement avec les autres pays émergents, hein, c'est vrai que le Brésil concurrence la puissance des États-Unis, mais le manque d'unité politique entre ces nouveaux pôles de l'économie mondiale laisse encore beaucoup de place et de puissance aux États-Unis.